Déjà, je suis ravie d'être avec vous, aujourd'hui. Donc, comme, l'a dit Alix, c'est un sujet autour du marché caché, mais aussi la manière dont on va décrypter les offres d'emploi. J'ai prévu, des petits exercices assez sympathiques. 1 chose, c'est, est-ce que vous savez que 80 des postes disponibles ne sont pas publiés? J'imagine que vous allez me dire: «Bah oui Amélie, c'est pour ça qu'on vient suivre ton webinaire». Parce que c'est vrai, ça signifie que, aujourd'hui, on a quand même beaucoup d'opportunités qui peuvent nous échapper. Si on ne se rend pas visible, si on ne fait que répondre aux annonces, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Alors moi, ce qui va me permettre de, «légitimer» entre guillemets ce webinaire, c'est le fait que, je suis aussi une ancienne recruteuse. J'ai fait plus de 20 ans de recrutement. Et je vais essayer de vous emmener un petit peu dans les coulisses du recrutement. Je vais vous aider à mieux comprendre pourquoi le marché caché, il existe, et depuis toujours, hein. Comment vous allez pouvoir vous l'explorer, comment vous allez pouvoir aussi être acteur et actrice un petit peu de votre propre carrière, parce que ça aussi c'est important. Aujourd'hui, c'est pas juste un clic et on trouve un job, c'est beaucoup, beaucoup de choses à faire. Alors on va commencer par quelques petits chiffres sur le marché de l'emploi. 84 des candidats restent sans réponse après 45 jours, donc ça reste quand même très important. Malheureusement, ça fait 20 ans que ça dure que, les RH et les recruteurs ne répondent pas aux candidats. On essaye d'améliorer ça avec des nouvelles pratiques, mais ça prend encore du temps. Seulement 5 obtiennent un entretien et 90 des recruteurs utilisent les réseaux sociaux pour sélectionner les candidats, et principalement LinkedIn, vous en avez bien conscience. Et c'est sûr que, ces chiffres, j'ai envie de dire que ça parle un peu, ils parlent un peu d'eux-mêmes. Aujourd'hui, si vous envoyez des candidatures classiques sans avoir mis en place une stratégie, bon, clairement, ce ne sera pas efficace. Et je vous confirme que l'image professionnelle, que vous allez laisser sur les réseaux sociaux, donc si possible LinkedIn et pas uniquement, du Facebook ou de l'Insta ou ce genre de choses, heu, pour moi le réseau pro, c'est vraiment LinkedIn. Et ça fait une énorme différence dans vos chances d'être repéré par des RH, des recruteurs ou des opérationnels. Heu, il y a plein de biais cognitifs qui jouent là-dessus, je vous en parle régulièrement, j'en parlerai un petit peu vite fait à la fin. Mais voilà, l'idée encore une fois, c'est d'arriver à sortir du lot et d'arriver à vous démarquer lorsque vous allez pouvoir faire des candidatures. Ce qui va être important, une des premières choses, ça va être de décrypter un petit peu les annonces. Je vais essayer de vous dire, enfin, je vais vous dire même, c'est pas que je vais essayer, je vais le faire. Je vais vous partager des informations que les recruteurs vous disent jamais ouvertement. Parce qu'en fait, derrière une annonce, se cache aussi une stratégie, un besoin, une attente pas toujours implicite de l'entreprise. Et là, mon objectif, c'est vraiment que vous puissiez mieux analyser, les éléments, d'une annonce, d'une entreprise, pour arriver à répondre, le plus justement possible à ce que recherche l'entreprise. Encore une fois, j'ai analysé des centaines d'offres d'emploi et je peux vous garantir que beaucoup de candidats passent à côté de vraies attentes, simplement parce qu'ils n'arrivent pas à lire entre les lignes de l'offre d'emploi. Bon, vous avez aussi des fois des entreprises qui font pas d'efforts, ça je le reconnais, mais il y a souvent beaucoup d'éléments qui sont mis, hem, consciemment ou inconsciemment par les entreprises. Et c'est encore l'idée de cet atelier, c'est de vous transmettre plein de clés pratiques, des astuces simples, et efficaces pour vraiment arriver à définir, ce qui, va être le plus pertinent pour vous, qui va vous aider à convaincre, un recruteur, et surtout à maximiser vos chances d'être choisi pour le poste visé. Que révèle vraiment une offre d'emploi? En fait, quand vous voyez une offre d'emploi, vous voyez souvent une description plutôt générale. On a des fois l'impression même que c'est copié-collé, d'une entreprise à l'autre. Des fois, on voit même des annonces où la mission est très idéalisée, et en réalité, l'offre, elle est rarement exhaustive ou totalement transparente, hein. Il y a toujours des petites choses, cachées, enfin, ou pas trop d'ailleurs. Parce que derrière les mots qu'un RH ou qu'un manager va utiliser, il va se cacher des choses plus ou moins implicites, et que vous devez arriver à comprendre et à analyser, ce qui va vous permettre de faire encore de meilleures candidatures. Par exemple, quand on prend justement l'exemple des missions qui sont affichées, et je vous montrerai après des exemples, ça peut sembler des fois très classique ou très générique, et alors qu'en fait, ces missions sont souvent
une simplification de ce que vous allez vraiment devoir vivre au quotidien. Derrière l'annonce, il y a parfois un besoin urgent, il y a un turnover, qui est peut-être élevé, sur ce type de poste. Il y a un projet qui est peut-être stratégique pour l'entreprise. Il y a tous ces éléments-là qu'il va falloir prendre en compte et des fois, il y a des choses que l'entreprise a pas envie d'exposer ouvertement, mais elle va le faire un petit peu plus subtilement avec l'annonce. Concernant les compétences, on voit souvent des listes que je trouve, à mon goût, des fois trop longues, qui indiquent surtout que l'entreprise cherche un mouton à 5 pattes, ou qu'elle ne sait pas ce qu'elle veut et ça arrive encore une fois très souvent. Hem, j'ai, vu de nombreux, process de recrutement où l'entreprise venait avec une idée A au démarrage, on lui envoyait, 3-5 candidats et au fur et à mesure des échanges, je disais: «Oh non, finalement, j'ai changé d'avis et je vais plutôt bifurquer sur ce type de besoin». OK, donc ça n'a plus rien à voir. Et donc ça arrive très souvent. Donc on va essayer à travers des annonces qu'on va regarder, on va essayer d'apprendre aussi à distinguer ce qui est essentiel et ce qui est superflu. Et je vous donnerai du coup plein de techniques pour aussi identifier les soft skills qui sont cachés entre les lignes et les soft skills qui sont recherchés pour le coup par l'entreprise. Et enfin, une offre d'emploi, ça révèle aussi des choses sur l'entreprise elle-même. Heu, S'il y a une formulation des fois un peu trop dynamique, vous savez: «Nous recrutons un talent ambitieux, prêt à relever tous les défis». Bon, ça peut aussi indiquer qu'il y a, soit une période effectivement de forte croissance, mais qu'il va peut-être aussi y avoir pas mal de surcharge de travail, qu'il y a peut-être aussi pas mal de pression. Derrière certains mots, encore une fois, à travers tous ces indices, on va pouvoir anticiper les échanges que vous allez avoir avec les entreprises. Vous allez pouvoir mieux comprendre la culture, le contexte de l'entreprise et on va tout de suite aller décrypter une annonce. Trêve de bavardage. Je vous ai pris une annonce pour Hachette Livre. J'espère que personne ici ne travaille pour Hachette. C'est une offre de responsable développement RH, je l'ai trouvée sur LinkedIn. Elle semble, je vous laisse la lire un petit peu, mais elle semble plutôt attractive au premier abord. C'est quand même un grand nom de l'édition, hein, Hachette Livre. Le poste a quand même l'air assez stratégique. On voit qu'il y a beaucoup de projets intéressants, mais si on regarde ensemble, ça révèle plusieurs choses. Déjà, ça révèle il y a la double compétence. C'est-à-dire qu'ils exigent quand même une double compétence sur le recrutement et la formation, ce qui est quand même assez rare, ce qui est quand même énorme. Et c'est cette double compétence, elle doit être, mise sur, plusieurs entités du groupe. Donc c'est pas que sur une entité, c'est vraiment sur plusieurs. Donc ça va demander à une personne d'avoir une forte polyvalence nécessaire, parce que ça, sinon ça va être compliqué. Il y a forcément une charge de travail qui va être importante et ça va nécessiter de savoir prioriser en permanence puisqu'on va devoir gérer plusieurs entités. On voit sur l'annonce qu'ils insistent beaucoup sur l'optimisation et la mise en place de process RH. Ça peut aussi indiquer, que les process actuels, ils sont pas aboutis, voire qu'il y a peut-être eu des difficultés ou qu'il y a un mécontentement interne à propos justement de tous ces process, que ce soit au terme de la formation ou de recrutement. Donc encore, ça veut dire que, c'est peut-être un peu le bazar dans la boîte. Il y a un aspect opérationnel qui est très prononcé aussi sur le poste, gestion administrative, réalisation directe des entretiens, budget à gérer. Donc ça indique que, on est très impliqué à la fois sur les détails du quotidien, alors que c'est, j'ai envie de dire, un peu en opposition avec l'image qu'ils veulent donner du côté très stratégique qui est vendu un peu initialement dans l'annonce. On voit qu'il y a un périmètre multisite qui implique, de jongler avec plein d'attentes et de cultures internes totalement différentes et ce qui peut aussi rajouter des difficultés relationnelles, hein, parce que, tout le monde ne bosse pas forcément de la même manière. Donc derrière une annonce, d'un poste qui semble ultra intéressant, on voit malgré tout qu'il y a une dimension, de structuration, de renforcer et en fait, ils répètent le mot, si vous voyez bien dans l'annonce, ils mettent optimiser, définir, piloter. On voit bien qu'il faut renforcer les choses existantes. Donc ça, on voit qu'il y a un besoin de, modifier des choses et d'améliorer. Par rapport j'ai vu la polyvalence, l'optimisation des process. On parle aussi pas mal de KPI à suivre en recrutement et formation. Ça peut générer aussi de la pression. Ça peut, aussi générer une exigence d'avoir des résultats positifs, des indicateurs positifs rapidement. Heu,
Là, ce qu'il va falloir se poser la question, c'est un déjà le fait que le poste couvre plusieurs entités. Ça, c'est quand même une certaine complexité qu'il va falloir mettre en avant lors de l'entretien. Il peut y avoir différents types de cultures en fonction des entités. Il peut y avoir des pratiques RH qui sont totalement variées. Donc ça veut dire que vous, pendant l'entretien, il faudra aussi, travailler sur ces sujets. On a un accent qui est mis aussi beaucoup sur le sourcing avec la mention d'externalisation, donc toute la partie chasse et annonce, ce qui peut aussi révéler le fait qu'il y a eu des difficultés actuelles à recruter ou, qu'il y a des attentes fortes en termes de recrutement. Donc là, typiquement, à travers cette annonce, moi, je vais voir en termes de soft skills qu'il faut absolument avoir et qu'il va falloir valoriser dans votre candidature. C'est un, le côté adaptabilité forte, multisite, mission très variée, tout ça, il faut le mettre en avant. Une résistance au stress, avec des tâches opérationnelles assez importantes. Quand même une forte capacité de diplomatie. Et donc, il faut être très bon en communication parce que vous êtes en relation directe avec les managers, avec le DRH et avec tous les sites. Beaucoup de rigueur pour la gestion budgétaire et de la proactivité et de la capacité à gérer des complexes, enfin, des projets complexes en même temps. Donc là, ça montre vraiment tout ce qu'il y a à faire. Donc c'est mine de rien, c'est quand même pas anodin. Est-ce que ça, c'est quelque chose que vous auriez été capable de voir en lisant l'annonce? Tu peux me le dire soit par micro, soit dans le chat. Vous êtes tous timides. Ouais, j'imagine que oui. L'objectif, ça va être d'apprendre à analyser du coup stratégiquement l'offre d'emploi. Au-delà de tous les mots que l'on peut avoir, on peut se poser des questions. C'est pourquoi le poste il est ouvert. Est-ce que c'est un remplacement? Est-ce que il y a une création de poste? Est-ce que c'est de la croissance? Est-ce que c'est de la réorganisation interne? C'est aussi des questions qu'il va falloir se poser quand vous allez postuler et qu'après vous allez potentiellement avoir l'entretien. Le deuxième aspect, c'est aussi les enjeux, tant internes et externes qu'il y a dans l'entreprise. C'est aussi parce que quand on va lire toutes ces lignes, on peut essayer de percevoir si l'entreprise, elle est justement en croissance, en difficulté ou en réorganisation. Et en fait, si l'entreprise mentionne justement qu'il y a un besoin fort d'agilité ou un besoin fort d'innovation, c'est qu'elle cherche quelqu'un qui va être capable de gérer de l'incertitude et du changement. Donc, il faut être à l'aise avec ce genre de choses. Et on peut aussi se poser la question de comment le candidat idéal va impacter des résultats pour l'entreprise. Parce qu'une entreprise, elle ne va pas forcément embaucher que des compétences, elle cherche aussi une personne qui est capable d'apporter des solutions concrètes. Donc, c'est justement, si l'enjeu, c'est la croissance, l'innovation, la transition numérique, la réduction de coûts, quelles sont les solutions que vous allez être capable d'apporter? Ces solutions-là, on doit déjà être en capacité de les comprendre dans votre candidature, que ce soit dans votre mail ou dans votre CV. Et donc ça, c'est vraiment important d'arriver à adapter ce genre de choses. Je vous prends un autre exemple. C'est un poste de responsable des opérations industrielles. Vous avez une offre type que on pourrait rencontrer donc pour une PME. Hein. À première vue, tout semble ultra classique, c'est rassurant. Mais en tant qu'ancienne recruteuse, je vous invite vraiment à identifier les petits éléments qui sont dans l'annonce. Un, c'est pourquoi ils insistent absolument sur la polyvalence et l'autonomie. Qu'est-ce qui va se cacher derrière l'expression travailler dans un environnement sous pression? Pourquoi le responsable des opérations, il reporte au directeur général et pas à un directeur industriel ou à un responsable de site? Ça, c'est vraiment des éléments importants. Donc pourquoi le poste, il est ouvert? Est-ce que c'est de la croissance? Est-ce que c'est un remplacement? Est-ce que c'est une tension interne? Est-ce que c'est une réorganisation? Derrière le mot polyvalent, ça veut dire quoi? Le mot environnement sous pression, c'est quoi? C'est de la charge de travail? C'est des tensions en interne? Est-ce qu'il y a des conflits en interne qu'ils n'ont pas réussi à gérer? Est-ce qu'il y a des montées en compétences des collaborateurs? Est-ce qu'il y a un problème de compétences, de turnover qui est ultra important? Il faut vraiment arriver à se poser toutes ces questions. C'est ultra important d'arriver à traduire les annonces pour arriver à vous valoriser. Typiquement, si je reprends le côté, la personne qui est rattachée au directeur général, est-ce que ça veut dire que c'est un poste stratégique? C'est pour ça que c'est rattaché au poste, au directeur général. Est-ce que c'est une gestion directe par la direction? Est-ce que c'est un manque justement de structuration hiérarchique? Ça va être des éléments importants. Derrière, les soft skills que je vois, c'est la résolution de conflits, c'est du leadership,
c'est de la résistance au stress, forcément, puisqu'ils eux-mêmes l'indiquent. Donc c'est vraiment des éléments qui doivent vous aiguiller et qui doivent tout de suite vous permettre de dire: «OK, ça c'est stratégique, là il y a un enjeu, là il y a un problème. Voilà comment moi je vais arriver». On entend souvent cette phrase de: «Vous devez arriver en offreur de compétences et à amener et proposer des solutions». Et ben, quand vous lisez une annonce et derrière, OK, je décortique pour savoir exactement comment je vais arriver à candidater pour être le plus pertinent possible. Il y a toujours des attentes un peu cachées, hein, des recruteurs. L'idée, c'est, parce qu'ils cachent souvent des choses. L'annonce officielle, on le sait, ne nous dit pas tout. Les coulisses, en fait, c'est quoi? C'est, les recruteurs, ils utilisent souvent des logiciels, donc ce qu'on appelle des ATS, Applicant Tracking System, qui, sont des logiciels de suivi de candidature. Ça va parfois filtrer automatiquement votre CV parce que dans le logiciel, le recruteur aura demandé à ce qu'il y ait une sélection de certains types de mots-clés présents, qui sont déjà présents dans l'offre, et il demande à ce que ces mots-clés soient également présents sur la candidature. Donc souvent, c'est les compétences qui sont réellement attendues, qui figurent pas forcément sur l'annonce, mais elles sont quand même souvent quand même indiquées. Ou alors l'entreprise considère que c'est évident et ou elle n'arrive pas à les expliciter, clairement dans l'annonce, mais par contre, elle va les mettre dans son logiciel en disant: «Je veux telle et telle compétence». Il faut aussi se poser la question de qui décide, réellement du recrutement. C'est pas toujours le RH. Ça peut être directement le manager, l'opérationnel, voire la direction générale selon le poste. Faut voir aussi en termes de budget, en termes de, tout le contexte interne avec les changements organisationnels, et l'influence que peut avoir le RH dans un choix ou qu'il n'aura peut-être pas. Donc ça aussi, ça va être important de le comprendre. Ce que le recruteur cherche vraiment, c'est, effectivement la différenciation entre la mission officielle qui est clairement identifiée dans l'annonce versus les actions qu'on va retrouver. Ah, attention à bien couper vos micros pour qu'il y ait pas de. Alors, c'est l'ATS, l'Applicant Tracking System, ça peut analyser les 2. La plupart du temps, ça n'analyse que le CV parce que très souvent, malheureusement, dans beaucoup de cas, la lettre de motivation n'est pas lue. C'est principalement le CV qui va être analysé avec les mots-clés. La lettre, elle va être principalement analysée par un humain, s'il daigne ouvrir la pièce jointe et lire votre lettre de motivation. C'est pour ça qu'on préconise souvent de plutôt faire un mail de motivation et de mettre directement les points clés en 3 points, ce que vous pouvez apporter à l'entreprise et comment vous répondez à leurs enjeux. Et derrière, vous avez le détail sur votre CV, voire sur LinkedIn avec beaucoup plus d'informations. Et donc, c'est vraiment l'ATS, donc le logiciel, en fonction des mots-clés que le recruteur a mis en place, qui va faire remonter certaines candidatures. Tous les logiciels n'ont pas ça. Il y a en ce moment beaucoup de pubs, de mauvaises pubs sur TikTok qui dit: «Ah, est-ce que j'ai un CV ATS ou pas?» Ça n'existe pas un CV ATS. Un ATS, c'est vraiment c'est comme un CRM, c'est un logiciel qui va suivre les candidatures, qui a postulé, à qui on a répondu, à qui on voit en entretien, donc c'est vraiment un CRM. Et certains ont effectivement de l'IA ou des outils de sélection un peu avancés qui vont permettre de sélectionner les CV par mots-clés. Mais tous ne l'ont pas. Donc il y a aussi un grand rêve autour de ça, sur les réseaux. On a aussi l'idée de, bah, les compétences techniques versus, les soft skills. Souvent les entreprises, elles disent rechercher des compétences techniques, mais, elles accordent aussi beaucoup d'importance à la personnalité. Et donc ça, c'est des éléments qui sont rarement mentionnés clairement. Donc à vous aussi d'arriver à traduire quand vous lisez une annonce et quels sont les soft skills qui sont demandés pour arriver à bien les mettre en avant sur votre CV. Et puis il y a plein de non-dits, hein, très révélateurs des entreprises. Si une annonce mentionne environnement dynamique, bah, comprenez que souvent il y a une grosse charge de travail ou qu'il y a des structures, enfin des process qui ne sont pas très structurés. Ambiance familiale, on sait qu'en ce moment c'est un red flag pour toute une génération. Bah, ça peut aussi vouloir dire qu'on attend de vous beaucoup de polyvalence, voire des heures supplémentaires ou une disponibilité importante. Encore une fois, il faut aussi apprendre à cadrer ce que vous allez vivre dans l'entreprise. Donc, c'est ça aussi qui va être important, de toujours se poser des questions.
C'est qu'attendez-vous, qu'attend une entreprise du candidat idéal par rapport à ce qui est écrit dans l'annonce et vous, quel est l'environnement de travail dans lequel vous avez envie d'aller? Donc dès lors que vous arrivez à déchiffrer une annonce, c'est: «Est-ce que c'est un environnement qui me correspond? Est-ce que je suis prêt à faire, ce genre de job pendant, 2 ans, 5 ans, 10 ans?» Et ben, après vous allez vous rendre compte qu'effectivement le choix sera beaucoup plus facile de lire ou traduire une annonce. Je me permets, je vous en Et mets une autre. excusez-moi, je peux poser une question? Bien sûr! Oui, heu, j'ai jamais vu une annonce où il était pas mis qu'il fallait être polyvalent, qu'il fallait travailler enfin résister au stress et cetera, donc enfin, voilà, en fait, ce qui l'annonce que vous avez décrite, c'est 90 des annonces qui sont éditées? Ouais. Le défaut, c'est qu'on a très souvent et on le voit, en cabinet de recrutement, souvent ils demandent simplement aux chargés de recherche de faire un copier-coller des anciennes annonces sans forcément, sans vraiment se poser la question de ce qu'on va mettre dans l'annonce et de l'enjeu qu'on a envie de traduire. Donc ça, c'est un peu la difficulté et c'est pour ça qu'on retrouve souvent les mêmes terminologies et c'est aussi parce que, comme il y a pas de vraie formation au recrutement, il y a beaucoup de recruteurs qui copient-collent les annonces et les mettent un peu à leur sauce, pour essayer de capter des candidats. Donc il y a cette difficulté-là. Après, plus ça va, plus il y a des entreprises qui essayent de faire un effort, donc surtout toutes celles qui parlent de marque employeur, elles essayent de faire un effort justement pour améliorer la rédaction des annonces. Alors c'est vrai, on retrouve souvent le mot polyvalence, le mot gestion du stress, sauf qu'aujourd'hui, ce sont des termes qui sont refusés catégoriquement par toute une nouvelle génération qui dit tout de suite, ambiance familiale, à une époque, ça nous choquait pas de voir ça dans une annonce. Aujourd'hui, vous dites ça à une Gen Z, elle va vous dire: «Bah non, c'est un red flag. Ambiance familiale, ça veut dire que ne j'y vais pas, en fait». Ça demande, et on le voit dans toutes les vidéos des jeunes aujourd'hui, c'est, si une entreprise met en avant qu'il faut avoir une bonne gestion du stress, ça veut dire qu'elle va me mettre la pression. Donc c'est un no go, donc j'y vais pas. Donc il y a aussi cette compréhension aujourd'hui par beaucoup d'entreprises de se dire: «OK, si on veut recruter des jeunes, il faut aussi qu'on arrive à mettre les bons termes pour pas les effrayer et pour leur donner envie de venir chez nous. Mais malgré tout, on laisse toujours des mots qui, inconsciemment vont traduire une culture d'entreprise et c'est aussi pour ça et on va le voir après sur la partie marché caché, plus on se renseigne sur une entreprise, plus on découvre ce qu'il y a derrière, c'est un peu comme si on épluchait un oignon et c'est ce qui va nous permettre de savoir si c'est une entreprise qui nous correspond ou pas, s'il y a un problème de culture, s'il y a un problème d'environnement, de management. Ça, c'est des choses qui sont malgré tout importantes. La polyvalence, c'est sûr, moi, je l'ai toujours vu dans toutes les annonces et je le vois souvent comme étant une qualité, mais vous avez beaucoup de candidats qui le voient comme un défaut. Donc aujourd'hui, c'est se poser la question, c'est alors si la polyvalence, elle est citée qu'une seule fois dans l'annonce, je ne vais pas trop m'offusquer. Si par contre, je vois que régulièrement dans l'annonce, il y a des termes qui reviennent, qui sont assez similaires, ça veut dire que potentiellement, il y a véritablement un enjeu là-dessus. Donc c'est plus la redondance de certains mots qui, pour le coup, va me mettre la puce à l'oreille en me disant: «Tiens, là, il y a peut-être un enjeu stratégique ou il y a peut-être un problème». Et du coup, on a justement une annonce de marque employeur chez Deloitte. Il y en a qui bossent chez Deloitte? Heu, j'espère pas. Alors j'ai aussi une question, est-ce que le profil MBTI est information pertinente à ajouter dans CV pour le recrutement? Tu peux, ça peut être intéressant. Aujourd'hui, les entreprises disent beaucoup recruter des gens en fonction de leur personnalité. Donc vous pouvez mettre en avant votre profil MBTI, vous pouvez même l'afficher sur votre profil LinkedIn. Ça peut, attirer des recruteurs qui, ont envie de trouver des personnes avec ce type de profil. Donc ça peut être intéressant. Ça peut mettre en avant justement des qualités, une manière de travailler qu'une entreprise peut rechercher. Donc si c'est un atout, on y va. Faut L'idée, c'est d'apprendre à se différencier. Donc là, on a une très, très grande, très, très longue annonce, de responsable marque employeur, contenu et réseaux sociaux, tout ça pour un CDD. À première vue, toujours pareil, ça semble ultra, intéressant. Mais en fait, moi, ce que j'ai remarqué, encore une fois, alors c'est mon avis, hein, vous avez le droit de dire: «Oh bah non, mais lui, je suis pas d'accord». L'annonce est claire, elle le dit clairement, c'est un remplacement de congé maternité. Donc c'est un CDD, donc on sait qu'il y a pas de certitude de pérennité, derrière. Donc ce que ça va demander, c'est que rapidement la personne va devoir montrer des résultats concrets, parce que, l'entreprise, elle cherche une continuité immédiate entre la personne qui était là avant et vous qui la remplacez.
Donc ça va être quelque chose, donc en termes de réactivité, d'agilité, d'adaptation, il va falloir aller très vite. On voit que c'est un poste clé parce qu'il est lié directement à la stratégie d'attraction et de recrutement. Donc, c'est ce qui va légitimer que vous êtes rattaché à la direction recrutement et attractivité. Encore une fois, ça montre les enjeux qui sont importants pour la boîte. Ce que je vais révéler, enfin relever moi derrière cette annonce, c'est une culture de performance très marquée, parce qu'on voit qu'il y a plein de références à des classements. Great Place to Work, des programmes prestigieux de Talent Games, de programmes HEC et tout. Donc ça indique quand même que c'est une culture qui est tournée vers les résultats avec des attentes qui sont quand même très élevées en termes d'image. Je vois surtout une charge de travail potentiellement intense parce qu'on a plein de projets transverses à piloter en même temps. On a de la coordination d'équipes différentes, la partie campus, RH, business et communication. On voit qu'il y a beaucoup d'interactions à avoir, on voit qu'il y a beaucoup de réunions et donc il y a forcément une grosse exigence d'organisation à avoir. On voit un côté présentéisme assez important parce que le télétravail, il est partiel. Il est mentionné, hein, mais malgré tout, la dimension du poste est tellement stratégique, avec tous les projets transverses et autres, que ça va forcément demander de la disponibilité et des horaires, en tout cas au-delà des horaires classiques, ça c'est certain. On peut envisager de lire entre les lignes une certaine pression interne implicite, encore une fois liée aussi à l'image de l'entreprise, parce qu'on voit encore une fois qu'il y a beaucoup d'importance qui est marquée sur la communication externe, les réseaux sociaux, les campagnes ICS. Ça indique quand même une certaine pression constante à maintenir cette excellente image publique. Donc en gros, il faut que ce soit tout le temps nickel. Ça peut être stressant si les personnes ne sont pas habituées à avoir plein d'interlocuteurs internes, RH, campus, DSI et autres. Donc, il faut avoir en tout cas une très forte compétence relationnelle et politique. Politique parce qu'il va falloir discuter, échanger, répondre un peu aux attentes de tout le monde, même si ces attentes sont des fois un peu contradictoires. Donc, ça va demander d'être très diplomate. Clairement, en soft skills, la diplomatie va être importante. La gestion des conflits aussi, parce que forcément, les gens, vous allez devoir coordonner des choses, tout le monde ne sera pas d'accord. La gestion du stress et des deadlines multiples, ça aussi, c'est une soft skill à mettre en avant. L'adaptation, parce qu'il y a beaucoup de missions variées, simultanées, donc il va falloir s'adapter très vite. Donc, encore une fois, c'est un atout à mettre en avant. Une forte pression, une forte résistance aux pressions et aux résultats, parce qu'on a cette culture de performance. Donc, si vous avez cette capacité de résistance au stress, allez-y. Et puis, comme c'est un CDD, il faut rapidement s'adapter. Donc, ça aussi, ça va être des éléments qui soulignent l'urgence, l'importance, l'exigence derrière cette annonce. Si ça, l'idée, c'est de se dire, OK, si c'est un CDD qui me plaît et j'ai ce tempérament, j'ai ce caractère, j'y vais. Parfait. Mais dans ces cas-là, vous savez sur quoi il faut appuyer en disant moi, je suis à l'aise là-dessus, là-dessus, là-dessus. Ça tombe bien, on se rejoint, il faut qu'on en discute. Mais ça reste une belle annonce. Mais on sent que ça peut être un peu compliqué. Faut aussi chercher derrière l'annonce d'éventuels besoins de l'entreprise. L'idée, encore une fois, c'est de se mettre aussi dans la peau de l'employeur quand vous allez répondre à une annonce. Si on veut décrocher un job, il faut absolument penser comme le recruteur, comme le manager ou comme l'employeur. Souvent, alors chaque recrutement, généralement, a une raison bien précise. On veut résoudre une difficulté, on veut combler peut-être un manque qu'on a quelque part, on veut apporter peut-être une compétence supplémentaire qu'on n'a pas dans l'entreprise. Et si on veut réussir, il faut comprendre quelles sont les problématiques sous-jacentes. Donc, en tant que recruteur, généralement, on passe notre temps à poser plein de questions au manager ou à la direction pour être sûr qu'on va bien mettre les bons éléments. Exemple, si une entreprise cherche un responsable de projet digital, il faut aussi se poser la question de est-ce qu'elle a des projets digitaux en retard ou est-ce qu'elle a des difficultés à lancer des projets digitaux? Est-ce qu'elle est en train de lancer une transformation numérique? Est-ce que c'est stratégique? Est-ce que c'est urgent? Est-ce qu'elle souhaite améliorer l'efficacité de ses équipes et c'est pour ça qu'elle veut se lancer dans des projets digitaux? On va se poser effectivement, hop, je vous les affiche, on va se poser effectivement tout ce genre de questions. Et ça, c'est vraiment important. La mission, c'est de montrer que votre profil
et la réponse justement idéale à ses besoins. Au-delà des simples compétences techniques qui sont affichées dans l'annonce, bah, vous devez arriver à identifier la valeur ajoutée personnelle et professionnelle que vous allez pouvoir apporter à l'entreprise. Ça, c'est souvent un élément que vous oubliez à la fois dans vos candidatures, mais aussi en entretien. C'est-à-dire que très souvent en entretien, vous parlez de vous au passé, tout ce que vous avez pu faire auparavant, et vous rattachez pas ça aux besoins de l'entreprise. Et donc, c'est ultra important de toujours arriver à se projeter dans l'entreprise en disant, ben voilà, oui, j'ai fait ça. Et aujourd'hui, ce que j'ai envie, c'est de faire ça et ça dans votre entreprise pour vous accompagner sur tel type de projet. Et donc, plus vous allez vous projeter et de montrer à quel point vous êtes capable de répondre aux besoins, de comprendre la stratégie, les enjeux de l'entreprise, plus vous allez vous montrer aligné en fait avec les valeurs de la boîte et plus ce sera facile pour le recruteur ou le manager de vous recruter. Donc ça, c'est vraiment important. Et c'est pour ça aussi que c'est important que vous arriviez à montrer comment vous arrivez à résoudre des problèmes, comment vous arrivez à améliorer des résultats, plutôt que de lister les choses un peu à l'après-vert et de relire votre CV de manière trop classique et trop scolaire. Eh ben, on utilise souvent, vous devez connaître, c'est la méthode STAR, où vous allez justement tout dérouler en expliquant la situation, le contexte, le pourquoi de la mission, les actions que vous avez mis en place, les résultats que vous avez obtenus. Bah, du coup, c'est beaucoup plus structuré, c'est beaucoup plus clair dans la tête du recruteur. Donc, plus vous allez être capable de montrer comment vous répondez aux besoins réels et pourquoi pas aux besoins un peu cachés de l'entreprise, bah, plus vous allez être considéré comme vraiment le candidat incontournable qu'il faut absolument recruter. Et ça peut se lire déjà à travers un CV, un profil LinkedIn, si on arrive à mettre en avant bah, les bons mots-clés, les soft skills, les réalisations, les résultats. Plus vous êtes généreux là-dessus et plus ça va percuter directement auprès pour les entreprises. Donc ça, c'est vraiment important. Alors j'avais une autre annonce, mais je vais peut-être pas vous la faire encore parce que ça fait peut-être beaucoup. Le marché caché, ce qui va être important aussi, c'est, parce qu'on parle souvent de ce fameux marché caché, celui où la plupart des postes à pourvoir, bah, sont jamais affichés, publiquement. Pourquoi ça existe déjà? C'est vrai que c'est important. Les entreprises, elles préfèrent souvent recruter via leur réseau. Ça va plus vite, ça coûte moins cher que de passer par un cabinet ou passer par des job boards. Ça peut limiter des risques, même si des fois, c'est pas toujours évident, mais souvent, quand on passe par le réseau ou qu'on passe par la cooptation, dire qu'un salarié qui va nous recommander une autre personne, ou si je passe par mon réseau qui me dit, bah, tiens, je connais un tel qui cherche un taf, il est vachement bien, j'ai bossé avec lui à une époque, vas-y, rencontre-le. Bah, d'une certaine manière, je m'engage pour cette personne. Donc, effectivement, ça limite un peu les risques. Et puis, vous pouvez avoir des entreprises aussi qui vont privilégier la discrétion. Ça dépend aussi du poste, il est très stratégique. On voit rarement des annonces pour être président, directeur général d'une boîte, parce qu'effectivement, là, ça passe en sous-marin directement par des cabinets spécialisés. Là, c'est de la chasse de tête directement. Et puis, des fois, vous pouvez avoir des opportunités qui vont émerger spontanément, c'est-à-dire que l'entreprise n'a pas toujours le temps de publier l'annonce et cherche alors directement dans son réseau ou reçoit, et là, c'est encore mieux, une candidature spontanée. Aujourd'hui, on a quand même plus de 75% des embauches qui se font aussi grâce à des candidatures spontanées. Donc, c'est aussi très important de se dire, bah, quand vous faites des candidatures spontanées, si elles sont bien ciblées et que vous arrivez à détecter des besoins des entreprises, ça va aussi permettre à l'entreprise de dire, bah, attends, pas besoin de passer une annonce, on a reçu un CV, il colle nickel à ce que l'on souhaite avoir. Euh, Ça, c'est vraiment important. Donc, il y a aussi tout ce côté qui va être à penser en niveau stratégie pour ce que l'entreprise ne vous dira pas. Donc, pourquoi l'offre elle n'est pas publiée? On peut avoir plein de raisons. Manque de temps, coût de la diffusion, on n'a personne en interne pour être suffisamment réactif, parce qu'effectivement, publier coûte cher et ça prend du temps. On a la confidentialité, donc comme j'ai dit, ça peut être un remplacement qui peut être un peu délicat, ça peut être une réorganisation stratégique et on n'a pas envie que tout le monde le sache. On veut être discret vis-à-vis de la concurrence parce qu'on ne veut pas qu'ils prennent des parts de marché avant nous. Et donc, encore une fois, le réseau interne, la cooptation, c'est quelque chose qui va être priorisé par rapport à la diffusion des annonces. Pour accéder au marché caché, il y a un côté où il faut être quand même très stratégique et proactif. Encore une fois, LinkedIn va être très utile par rapport à ça. C'est-à-dire que vous allez pouvoir participer à des événements professionnels. Vous avez des forums, vous avez des conférences, vous avez des webinars, il existe énormément de choses.
qui vont vous permettre de rencontrer et d'activer du coup votre réseau d'anciens camarades, que ce soit les alumni de l'ESCA ou d'autres. Et vous allez pouvoir rejoindre des communautés professionnelles. Je pense, encore une fois, il y a LinkedIn, il y a les groupes sur LinkedIn, mais vous avez aussi des meet-up. Vous avez aussi des communautés Slack, des communautés Discord sur lesquelles les professionnels vont se réunir. Et donc, les annonces vont simplement circuler un petit peu très discrètement. C'est-à-dire qu'on se dit, ah bah oui, nous, on est en train de s'agrandir, on aurait bien besoin d'un RH. Donc, clairement, c'est une offre d'emploi, mais ça, c'est juste un message posté sur une communauté en disant, bah ouais, là, nous, on est sous l'eau pour telle et telle chose. Donc, il y a des besoins sous-jacents qu'on peut détecter qui vont permettre aussi de postuler beaucoup plus facilement. C'est aussi pour ça que c'est important d'être ultra visible là où les recruteurs cherchent. C'est-à-dire, bah, on l'a vu, hein, plus de 90% des recruteurs utilisent LinkedIn, vont utiliser des communautés en ligne, vont utiliser des plateformes spécialisées bah, pour identifier justement tous les candidats. Donc, en étant actif, en publiant, et je mets aussi l'accent là-dessus, en publiant sur LinkedIn, en parlant de votre métier, de votre secteur d'activité, des outils aussi que vous utilisez au quotidien, eh ben, ou en commentant les posts de d'autres personnes dans le métier, dans le secteur ou de recruteurs, eh ben, vous allez être identifié beaucoup plus facilement comme étant un expert, un spécialiste. Ah, c'est la personne qu'il nous faut. Et ça va être aussi important de le jumeler avec votre veille stratégique. C'est-à-dire que vous allez garder un œil sur l'actualité économique, quelles sont les entreprises qui font des levées de fonds, quels sont les projets stratégiques pour les entreprises qui recrutent régulièrement. On va aller lire de la presse, on va aller regarder sur Google News, on va aller faire le tour des groupes sur LinkedIn. On va essayer de chercher énormément d'informations pour se dire, bah, tiens, là, en ce moment, le marché, il va bien ou il est tendu. Il est un peu tendu en ce moment. On est en crise économique, crise politique, on a la totale. Donc, c'est aussi des éléments qui vont vous permettre de sortir du lot. On ne recrute pas forcément les meilleurs candidats, même si on devrait, je suis bien d'accord, mais on recrute très souvent les candidats dont on se souvient. Et en fait, en tant que recruteur, notre premier réflexe, quand on lance une campagne, c'est de se dire, bah tiens, c'est quel candidat que j'ai rencontré récemment qui pourrait faire le job. Donc, alors que j'ai peut-être une base de données avec 10 000 candidats, je vais d'abord faire appel à ma mémoire. Alors, ce qui est fou, pourtant, j'ai une base de données qui est là et qui m'attend. Et donc, en fait, c'est l'idée de se dire, bah, en publiant de temps en temps sur LinkedIn, en écrivant à un RH, à un manager, en essayant d'approcher une entreprise qui vous intéresse, eh bien, cette entreprise, à un moment donné, elle va se souvenir de vous. Et le fait de se dire: «Ah mais attends, j'ai rencontré Bastien il y a pas longtemps. Ah ben oui, tiens, faudrait peut-être que je vois» et ben, avant d'aller piocher dans ma base de données, je vais aller, retrouver le CV de Bastien ou le profil de Bastien et là, je vais me dire: «Ah mais oui, c'est tout à fait le profil que je recherche, il faut que je le rencontre». Et là, ça va encore une fois, ça vous fait gagner du temps et ça fait gagner de l'argent à l'entreprise. Tout le monde est content avec ce genre de choses, forcément. Que me dit Pascal? Alors, êtes-vous pour mettre le open to work sur LinkedIn? Bah oui, c'est pareil, il y a eu un abattage du open to work à un moment donné où les gens se disaient: «Non, non, mais faut pas mettre le open to work». Mais si, 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 au contraire, il faut le mettre le open to work. Le open to work, il permet justement de dire aux entreprises: «Je suis disponible, je suis un expert dans tel et tel domaine, venez, rencontrons-nous». Donc, il y a énormément d'entreprises aujourd'hui, de recruteurs qui vont chercher là-dessus. Alors, vous avez toujours des recruteurs de l'ancienne école, hein, les dinosaures, comme je les appelle, qui, eux, au contraire, ne veulent absolument pas recruter des gens qui cherchent du travail. Vous avez des gens, dès lors que vous êtes au chômage, c'est comme si vous aviez perdu 30% de vos neurones. Ils veulent uniquement débaucher les gens en poste. Mais sauf que si vous voulez recruter rapidement, bah, c'est souvent des gens disponibles sur le marché qu'il faut recruter. Donc oui, moi, je suis pour le open to work. Dans plein de pays à l'international, le open to work fonctionne énormément parce que ça permet d'envoyer un signal pour dire bah, je suis disponible si vous avez une mission qui correspond à mes compétences, on échange. Il n'y a qu'en France où on trouve ça bizarre. Donc non, non, au contraire, allez-y et multipliez ça avec l'idée de communiquer sur votre expertise, sur vos compétences. C'est de parler de votre métier, de votre secteur, des outils, d'une innovation, d'une dernière technologie, d'un dernier événement professionnel. C'est pas de vous prendre vous en photo, en selfie au bord de la plage, c'est pas la saison, mais c'est vraiment d'être à focus sur métier et secteur. C'est ce qui permettra vraiment de vous démarquer. Il y a oui, effectivement, comme le dit Aurélien, il y a aussi l'option uniquement visible par les recruteurs dans les options LinkedIn, notamment pour ne pas être mal vu par son entreprise actuelle. Alors oui, le open to work, si vous êtes en poste, peut être mal perçu. Après, si votre manager actuel est au courant que vous souhaitez bouger, changer, bon, il y aura pas de problème.
Tout dépend effectivement de la relation que l'on a avec les personnes dans l'entreprise. Si vous êtes en CDD, bah, vous pouvez tout à fait mettre le open to work parce qu'on sait qu'il y a une date de fin à votre mission. Et si vous êtes en CDI, que ça fait 3 ans que vous y êtes et que vous en pouvez plus, bon, bah, si vous mettez le open to work, ayez déjà une première discussion avec votre manager pour savoir si oui ou non il y a des possibilités d'évolution dans l'entreprise. Et s'il n'y en a pas, bah, vous pouvez lui dire, bah, voilà, donc du coup, tu comprendras que je vais commencer à chercher ailleurs. Ils aimeront pas, mais c'est pas grave. C'est votre carrière, hein, c'est pas la leur. Donc oui, et il y a, l'option uniquement visible par les recruteurs. C'est ce qui permet aussi hein, à LinkedIn, la plupart du temps, de faire en sorte que même si vous aviez dans votre entreprise un recruteur qui avait, le LinkedIn recruteur, il ne verrait pas votre profil comme étant, ouvert au changement. LinkedIn fait en sorte de ne pas, vous valoriser dans les résultats auprès de vos propres RH. Donc ça, je trouve ça plutôt cool. Dès lors que le RH a un abonnement LinkedIn recruteur, hein, bien sûr. Sinon, ils le verront. On va stalker aussi les entreprises, c'est important quand on va travailler le marché caché, parce que, le stalking, c'est vraiment aller se renseigner, hein, plus que stalker, c'est un peu fort, mais lorsqu'on recrute, c'est ultra important et on adore ça lorsqu'un candidat, bah, c'est quand même intéressé à nous, intéressé à l'entreprise, intéressé à notre environnement. Et donc, l'idée de se renseigner un peu sur la culture de l'entreprise, on a les valeurs qui sont affichées sur le site web, ok, c'est bien, mais ça suffit pas parce que souvent, c'est un peu tous les mêmes. Vous pouvez aller chercher des témoignages d'employés ou d'anciens salariés sur Glassdoor. Vous avez des fois aussi des gens qui vont parler sur TikTok, sur Insta, sur Threads, sur LinkedIn. Observez les posts sur les réseaux sociaux. Si vous avez un LinkedIn Premium, vous pouvez voir le nombre d'années que restent les gens en poste en moyenne dans l'entreprise. C'est indiqué en dessous sur la page entreprise. Vous pouvez voir, bah, en moyenne, ça bouge tous les 9 mois. Donc ça veut dire qu'ils prennent que des stagiaires. Ou tous les 1 an et demi, ils prennent que des alternants. Si c'est 2 ans, 5 ans, 6 ans, 10 ans, bon, bah, c'est qu'a priori, c'est un peu plus posé. Et du coup, c'est d'analyser un peu ces messages. Est-ce qu'il y a des messages qui reviennent souvent? Est-ce qu'il y a une ambiance qui ressort des échanges entre les collaborateurs sur les réseaux, sur Twitter, enfin X aujourd'hui? Il y a énormément d'informations qu'on peut arriver à trouver. Et puis, ça permet aussi de voir plein d'enjeux stratégiques, c'est-à-dire que bah, une entreprise qui communique beaucoup sur un nouveau produit ou sur un récent partenariat, bah, elle cherche forcément à recruter. Elle cherche peut-être d'ailleurs à recruter des profils qui vont être capables d'accélérer ou de sécuriser ces projets. Et à l'inverse, si vous avez une entreprise qui connaît bah, une période plutôt difficile avec plein de bad buzz ou des difficultés économiques, bah, clairement, elle aura besoin de collaborateurs rassurants, fiables, capables de stabiliser une équipe. Donc, bah, il faudra voir, bah, encore une fois, quelle est la valeur ajoutée que vous apportez. Est-ce que vous, c'est le côté gestion, accélération, ou c'est le côté je rassure, je maîtrise, je processe, je pérennise pour qu'on puisse grandir par la suite. Pour chercher, vous avez plein d'endroits. Vous avez Google Actualité, vous avez Glassdoor. Donc, Glassdoor, vous avez, ce que j'aime bien avec Glassdoor, c'est que vous avez les infos sur le salaire, l'ambiance interne, le type de management, les questions type posées en entretien. Ce que j'aime pas avec Glassdoor, parce que j'aime pas tout non plus, hein, c'est que n'importe qui peut laisser un commentaire et que Glassdoor ne vérifie pas la véracité des propos. C'est-à-dire qu'en fait, si vous avez votre boîte concurrente qui vient déverser toute sa haine en se faisant passer pour des anciens salariés, c'est possible. Vous avez un droit de réponse, heureusement, mais Glassdoor ne va pas demander la preuve que vous avez été salarié dans la boîte. Donc là, je trouve ça un petit peu limite. Je sais qu'aux États-Unis, ça pose vraiment problème parce que du coup, il y a des guerres qui se font sur Glassdoor. Sur LinkedIn, vous avez les pages entreprises. Vous allez pouvoir analyser aussi les profils des collaborateurs, voir si les collaborateurs bougent régulièrement ou pas, si c'est un poste qui revient régulièrement. Puis après, il y a toute la presse éco, hein, Challenge, Les Échos, French Web, La Tribune, et j'en passe. Vous avez la télé avec BFM Business, avec Bismart, qui sont orientés vraiment économie et entreprise. Donc voilà, ça fait vraiment, encore une fois, l'idée de
plus vous allez faire de la veille, et ça peut être 10 minutes, 15 minutes par jour, sur les entreprises qui sont importantes pour vous, sur lesquelles vous avez vraiment envie bah, ces entreprises-ci, vous avez envie de travailler pour elles, et ben, vous allez voir que à travers l'annonce et à travers ce que vous avez capté comme information, bah, vous allez pouvoir directement, bah, faire des candidatures beaucoup plus pertinentes, et ça aussi, c'est ultra important. Je reviens un peu sur les coulisses du recrutement. Ce qui va être important, c'est de comprendre qu'une annonce, elle est souvent le résultat d'un compromis interne entre le manager direct qui veut absolument le mouton à 5 pattes, le RH qui essaye de lui faire comprendre que, bah, tout n'est pas possible, et la direction qui a des attentes qui sont pas forcément, très, cohérentes avec le besoin actuel. Parce que la direction, elle a sa stratégie en tête, elle a sa vision, le manager, il a son besoin actuel, et le RH, il est un peu pris entre tout ça. Et encore une fois, quand l'annonce va être rédigée, ça peut être un copier-coller, ça peut être fait très rapidement, c'est-à-dire qu'on a pris une ancienne annonce et on a combiné des informations. Et c'est pour ça aussi que des fois, vous avez des compétences qui sont essentielles, qui ne sont pas mises dans l'annonce, ou alors quand vous allez avoir l'entretien, vous allez vous dire, mais en fait, le job n'a rien à voir avec ce qui a été mis dans l'annonce. Les enjeux, la stratégie, les exigences sont totalement différents. Parce qu'au moment de l'entretien, on va pouvoir vous dire véritablement ce dont on a besoin, le manager va pouvoir déballer tout ça, alors qu'en fait, bah, ça, c'était pas forcément mis dans l'annonce au départ. Donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont importants d'arriver à comprendre que le poste est parfois très différent de ce qui est écrit, que le recruteur, il va d'abord chercher à réduire le risque parce que avant même de penser aussi au candidat idéal, le recruteur, il cherche souvent quelqu'un de fiable. Il cherche quelqu'un qui va s'intégrer facilement dans l'entreprise, qui posera pas de problème en interne. Pourquoi? Parce que le RH, le recruteur, lui, il a la pression du manager et de la direction qui disent: «Hey gars, recruter, ça nous coûte une blinde. Ton service, c'est un coût, c'est pas de l'investissement. Donc, te trompe pas dans le recrutement». Et donc, ils ont une pression dingue par rapport à ça. Ils ont tout le temps peur de se tromper. Donc, en fait, ils vont se mettre des garde-fous à outrance pour être sûr de ne pas recruter de psychopathes. Et donc ça, c'est encore une fois, c'est comment je vais aborder l'entretien et les échanges différemment, ou les candidatures. Si j'envoie une candidature à un RH, mais que j'envoie aussi une candidature spontanée au manager, ce ne sera pas la même chose que je vais mettre dedans. Parce que quand je vais répondre à l'annonce, c'est le RH qui va le lire. Je sais que lui va chercher des éléments pour être rassuré. Quand je vais travailler mon réseau et contacter un manager de l'entreprise, lui, je vais plutôt lui parler en fonction de ses enjeux, en fonction de ses besoins, et pas en fonction de comment je vais rassurer le RH. Et donc, en fonction de la personne, ben, je ne vais pas utiliser la même terminologie. Et donc, ça, c'est aussi important. Et alors après, les RH souvent, bah, ce qu'ils attendent, c'est un profil autonome, c'est-à-dire que c'est la personne qui est capable de gérer seule, sans formation approfondie, parce qu'ils ont qu'une crainte, se dire: «Notre onboarding, il est pas nickel, donc si on doit le former pendant des mois, c'est une perte de temps, j'ai le manager qui va me crier dessus». Donc le RH, il veut quelqu'un qui va être autonome. Il veut quelqu'un qui a le sens de l'organisation. On va traduire ça avec, bah, capable de gérer une charge de travail élevée sans se plaindre. Ça, c'est ce que veut le RH. Et donc, c'est arriver à décrypter vraiment tout ça. Bah, moi, je me souviens quand je cherchais des gens qui étaient capables de travailler sous pression, parce que c'était vraiment des choses qui étaient demandées par les clients, ben, je cherchais surtout quelqu'un qui était capable d'encaisser une charge de travail intense, effectivement sans se plaindre, mais je ne pouvais pas l'écrire dans l'annonce. Je ne peux pas te dire: «Je cherche quelqu'un qui est capable de résister au stress et de jamais se plaindre». C'est pas possible. Donc des fois, on essaye de mettre des petites choses sous-jacentes en disant: «Les gens vont peut-être essayer de comprendre derrière». Donc ça, c'est aussi des choses que vous pouvez poser comme question quand vous allez activer votre réseau. C'est quelles sont les compétences qui sont vraiment ultra importantes pour réussir dans le poste? Quelles sont les compétences recherchées, dans l'entreprise qui va permettre de réussir? Encore une fois, c'est plus vous allez, questionner sur ce genre de choses, et plus vous allez pouvoir répondre aux besoins réels de l'entreprise, mais aussi à la personne, que vous allez, solliciter dans l'entreprise. Ça, c'est vraiment des éléments qui vont être, ultra importants. Passer le filtre des recruteurs, souvent je recevais des centaines de CV, pour une offre publiée en quelques heures. Donc c'est vrai, on utilise donc le fameux ATS, donc l'Applicant Tracking System. Il va, dans certains cas, analyser donc le CV et certains mots-clés, et malheureusement, bah, ça pouvait arriver que des bons profils étaient éliminés avant même d'être lus par un humain.
Donc pour arriver à passer ces filtres, ma recommandation, c'est de se dire: «Bah, tiens, je vais optimiser mon CV, et je vais essayer de lire l'annonce, reprendre précisément les termes qui sont techniques et qui sont mis dans l'annonce, les compétences, les expériences citées. Je vais, éviter les entités, qui sont un peu trop génériques, c'est-à-dire que souvent alors on voit des annonces qui s'intitulent comme ça, mais ça sert à rien de recopier. C'est-à-dire que si, je cherche, un chef de projet digital, bah, faut pas que sur le CV, la personne elle ait voulu faire un peu fun en mettant, «Je suis un digital ninja». Le mot ninja, il va pas parler à l'ATS. Donc en fait, vous allez passer sous les radars. Et l'idée, c'est qu'on vous repère et donc il faut rester très simple dans la terminologie, chef de projet digital. Donc ça va être aussi des éléments importants. Euh, le recruteur, dans une candidature, il va chercher des preuves que vous êtes capable d'apporter rapidement une valeur à la boîte. Il veut comprendre réellement que vous êtes en capacité, en tout cas, de comprendre réellement les besoins et les enjeux de la boîte, les enjeux du poste, les enjeux du service, les enjeux du manager. Il veut s'assurer que vous êtes motivé sur le long terme, parce que lui, forcément, il espère qu'une chose, c'est que vous restiez le plus longtemps possible dans la boîte, même si on sait qu'aujourd'hui, ça sert à rien d'essayer de verrouiller les gens, parce que bah, lui, encore une fois, mettez-vous à la place du RH, le turnover coûte très cher, le manager et la direction lui rappellent bien souvent, donc lui, quand il veut un candidat qui s'imagine dans 10 ans encore dans l'entreprise, d'où la fameuse question: où est-ce que vous voyez dans 10 ans, même si elle sert à rien. Là, c'est la question qui va rassurer le RH. Encore une fois, c'est qu'est-ce que je réponds pour rassurer le RH et qu'est-ce que je réponds pour donner envie au manager de me prendre dans son équipe. Donc ça va être vraiment des choses qui vont être importantes. Et l'idée, ça va être de personnaliser votre lettre ou votre mail de motivation en intégrant vraiment ces éléments précis. Alors moi, ce que je fais souvent quand je accompagne les candidats, c'est on va prendre une dizaine d'offres d'emploi qui sont similaires et qui correspondent à la recherche du candidat. Et je vais tout simplement sur une IA, hein, ça peut être du ChatGPT, du Gemini, du Mistral, ce que vous voulez. Et l'idée, c'est que vous allez implémenter toutes ces annonces dans l'IA. Vous allez insérer votre CV et vous allez demander à l'IA de vous faire des recommandations stratégiques comme le ferait un recruteur pour justement arriver à savoir quels sont les mots-clés qui reviennent le plus souvent et quels sont les mots-clés qui doivent être indiqués dans votre CV et comment votre CV peut être amélioré, optimisé pour convenir à la grande majorité des logiciels et des RH qui vont lire votre CV. Donc, n'hésitez pas à utiliser la technologie pour justement vous aider à mieux percer au niveau des mots-clés. Ça va être important. L'idée, c'est de ne pas décrire juste vos compétences, hein, c'est de toujours les illustrer avec un résultat concret. Si vous avez des chiffres, c'est encore mieux. L'idée, encore une fois, c'est comment vous allez faire pour capter l'attention du recruteur. Et ça marche aussi sur votre profil LinkedIn. C'est-à-dire que quand vous allez activer votre réseau, et ben, que vous allez, à un moment donné, envoyer une candidature spontanée, ciblée à une entreprise, et ben, vous aurez justement réussi à mettre des mots pertinents sur votre profil LinkedIn. Sur LinkedIn, vous pouvez mettre maintenant des centaines de mots-clés sur votre profil, donc rattaché à chaque expérience, rattaché à votre résumé. Vous pouvez avoir des mots-clés, enfin des compétences valorisées. Et ben, tout ça, ce sont des compétences qui vont être recherchées par les entreprises dans leurs annonces. LinkedIn le fait automatiquement, hein, quand vous les postulez, ils vous disent si vous avez les compétences ou pas, parce que ce sont les compétences que vous avez indiquées, vous, dans votre profil, et derrière, il y a les compétences que l'entreprise a indiquées sur son annonce. Et donc, il va se dire, bah, tiens, elle n'a que 3 compétences sur 10. Mais non, mais si ça se trouve, vous les aviez, c'est juste que vous ne les avez pas indiquées. Donc ça aussi, c'est des éléments à prendre en considération de temps en temps, se dire, tiens, je fais un petit check-up, je regarde mon profil, est-ce que j'ai vraiment mis tous les mots-clés sur lesquels j'ai envie d'être valorisée. Et mettez pas forcément uniquement les mots-clés ou les compétences que vous avez déjà, mais vous pouvez aussi anticiper sur les compétences que vous êtes en train d'acquérir. C'est-à-dire que vous êtes en train de vous former sur quelque chose, on ne vous demande pas d'être un expert, mais d'avoir déjà des premières bases, et ben vous pouvez déjà mettre ces compétences en avant sur votre profil LinkedIn. Comme ça, le moteur de recherche de LinkedIn, donc l'algorithme, va déjà commencer à vous référencer sur ces mots-clés-là, même si vous n'êtes pas encore un expert. Donc, ça va vous permettre de sortir du lot beaucoup plus rapidement et d'être repéré aussi par les entreprises qui font énormément de recherches sur LinkedIn. Pour vous, quelle IA est la plus performante sur ce sujet? Alors, j'avoue que j'utilise beaucoup ChatGPT dans ce cadre-là, mais je sais que Mistral et Gemini sont quand même pas mal. Après, il faut les tester, il faut les entraîner aussi, hein. Les IA, il faut entraîner la machine.
pour qu'elle s'habitue aussi à votre style. Moi, je sais que j'ai un prompt bien spécifique pour accompagner les candidats et pour faire en sorte que la machine lise les annonces, se comporte comme un expert lié au métier et au secteur, analyse le CV comme le ferait justement un ATS ou un humain qui soit RH ou manager. L'idée, c'est aussi d'avoir la vision stratégique de différentes personnes. Et donc, plus vous allez améliorer votre prompt et plus effectivement le résultat sera meilleur. Donc, il y a ça aussi qui va rentrer en ligne de compte. Au besoin, Pascal, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me contacter sur LinkedIn, on en discute en privé et je vous passerai le prompt que j'utilise avec ChatGPT. Ça ne me pose pas de problème. Hein. Donc, n'hésitez pas là-dessus. Promis. Top. On est là pour partager plein de bons conseils, c'est important. Le marché caché toujours. Vous l'avez compris, maîtriser le marché caché, c'est clairement un avantage stratégique qui va vous permettre d'avancer plus vite ou en tout cas d'avancer mieux dans votre carrière. Donc, comment ça marche concrètement? Alors, 3 étapes clés. Il y a le ciblage. Comme je disais, on va définir clairement les entreprises dans lesquelles vous avez envie de travailler. Donc, on va se renseigner, on fait une petite veille pour anticiper les besoins. Est-ce qu'il y a des recrutements probables? Est-ce qu'il y a des projets de lancement? Est-ce qu'il y a des nouvelles implantations? Est-ce que c'est une entreprise qui déménage, une entreprise qui rachète une autre boîte? Est-ce qu'il y a des partenariats en cours? Donc, plus vous allez lire de la presse économique et plus vous allez lire et découvrir ce genre de choses. Vous allez aussi pouvoir essayer de créer des opportunités avec des contacts. C'est-à-dire que le marché caché, il repose une grande partie sur du relationnel. Donc, quand vous allez vous connecter, que ce soit à des recruteurs, à des managers, à des collaborateurs, vous pouvez aussi aller contacter des anciens collaborateurs de la boîte pour savoir un petit peu l'ambiance, comment ça se passait, les enjeux. L'idée, c'est pas de demander un emploi quand vous allez contacter le manager ou le RH. Vous envoyez, l'idée, c'est de vous perdre beaucoup de vos chances quand vous faites ça. Quand vous écrivez à un RH ou à un manager en disant « Ah, j'ai vu que vous recrutiez, je vous envoie mon CV », ça fait flop direct parce que le RH va vous dire postulez en ligne. Le manager va vous dire postuler en ligne ou aller voir les RH. L'idée, encore une fois, c'est de se dire comment je peux me démarquer. Et donc, le relationnel, c'est quoi? J'échange avec les personnes, je leur pose des questions, je m'intéresse à eux. Et donc, en fait, le marché caché, c'est surtout du réseau, d'une certaine manière. C'est qu'à un moment donné, je vais aller contacter un manager, je vais aller contacter une personne qui travaille dans ce service et je vais lui dire OK, c'est quoi vos enjeux en ce moment? Est-ce qu'un profil comme le mien pourrait vous intéresser? Mais je ne passe pas de CV. Est-ce que vous avez je sais pas, la mission de faire telle et telle chose? Est-ce que vous avez quelqu'un dans votre équipe qui est capable de maîtriser tel logiciel ou telle action? L'idée, encore une fois, c'est j'aide la personne et je rentre en contact avec la personne pour vraiment discuter, papoter, comme on le ferait en vrai si on était à une conférence, à un colloque, à un séminaire, où on va simplement discuter avec les gens. Donc, quand vous allez vraiment vous connecter avec les gens, ne demandez pas un emploi tout de suite, posez des questions, intéressez-vous à leur actualité, à leur quotidien, parlez des outils, des innovations, de stratégies et peut-être que sur un malentendu, il se passera quelque chose. Le réseau, le marché caché, ça prend du temps, c'est pas en un claquement de doigts. Vous pouvez aussi interagir avec les gens sur leurs publications. C'est-à-dire que vous pouvez, un manager, un RH, n'importe qui partage du contenu qui vous intéresse et qui est en lien avec votre métier et votre secteur, et vous allez pouvoir interagir pour montrer que c'est aussi quelque chose qui vous intéresse. Vous pouvez vous aussi, je le redis, partager du contenu. C'est ça aussi qui va être intéressant. Moi, je sais qu'à un moment donné, le contact direct par message privé, il est beaucoup plus facile. C'est un petit message court. C'est voilà, j'ai vu votre projet sur Trucmuche. Je serais ravie d'échanger avec vous à ce sujet. Ça peut être juste ça. L'idée, encore une fois, c'est d'amorcer un échange. C'est un peu les mêmes ficelles que la séduction. On utilise la même chose. On n'arrive pas avec nos gros sabots en disant « Ah, salut !» Non, on s'intéresse à la personne et peut-être qu'à la fin de la soirée, il se passera quelque chose. Ce n'est pas garanti, mais d'abord, on s'intéresse à la personne. Attendez pas non plus que les opportunités arrivent à vous comme ça. Il va falloir être proactif. L'idée, encore une fois, c'est de faire des candidatures spontanées, c'est de les personnaliser. Les candidatures spontanées, il faut vraiment qu'elles soient personnalisées. D'ailleurs, allez voir mon post que j'ai fait hier sur LinkedIn où je donne des outils pour arriver à automatiser et à faire des candidatures ciblées ultra pertinentes. N'hésitez pas à aller le regarder. Mettez-vous toujours à la place de l'entreprise. Quel est son besoin?
comment votre expérience peut les aider immédiatement. C'est pas: «Je cherche un job pour telle raison», non, c'est: «Aujourd'hui, je constate que vous avez ce besoin, moi je peux vous aider de telle manière, voilà ce que j'ai déjà fait. Si ça vous intéresse, on prend un café et on en discute». C'est court et c'est beaucoup plus direct. Et quand vous allez vous adresser à des managers ou à des directions, ils ont pas envie de recevoir des candidatures classiques, ils veulent recevoir une réponse à leurs besoins. Donc en fait, vous devez vous transformer en commerciaux. Soyez des commerciaux. Un jour, je me souviens, j'ai été impressionnée par une candidate qui avait remarqué dans la presse que, l'entreprise pour laquelle je recrutais lançait un produit et en fait, elle m'a envoyé un message en direct expliquant que son expérience, pouvait vraiment aider à accélérer la commercialisation de leurs produits. Alors que c'était pas quelque chose que j'avais mis dans l'annonce, mais en fait, elle a rebondi sur une actualité de l'entreprise pour vraiment arriver à faire une candidature ultra ciblée et pour le coup ultra percutante. Donc même s'il y avait une annonce, et ben, plutôt que de faire simplement une réponse à l'annonce, elle est allée voir de l'actualité et elle a fait une du coup elle a fait une réponse à l'annonce, mais beaucoup plus percutante et beaucoup plus approfondie que simplement: «Je réponds à votre annonce». Donc forcément, elle a eu l'entretien direct. Donc ça, le côté veille stratégique, il est pour moi fondamental, pour arriver à trouver des informations, sur les entreprises. Il y a, à une époque, je suivais beaucoup, c'était, les émissions, moi, comment ça s'appelait déjà? Il y a un magazine qui, tous les mois ou toutes les semaines, mettait en avant les nouveaux postes, notamment pour les DRH ou pour des postes de direction et on avait ça aussi dans le magazine Challenge. On avait les petites colonnes sur le côté qui disaient, bah, un tel a obtenu tel poste. Et bah, derrière, c'était, bah, quand on pas une candidature spontanée, mais du coup, j'envoyais un message pour féliciter pour la promotion à cette personne. Et puis, je m'intéressais à la personne qui avait le job avant pour savoir ce qu'elle est devenue, savoir si elle a trouvé un boulot ou pas, parce que si elle n'avait pas de boulot, potentiellement, je pouvais peut-être essayer de lui en trouver un. Et donc, l'idée, c'était de surfer sur cette actualité pour toujours arriver à rebondir. Si on recrute un DRH, c'est que, bah, soit le précédent faisait pas le job, soit parce qu'il y a des enjeux stratégiques qui sont importants, on a besoin d'avoir, des compétences supplémentaires. Il y a forcément une raison, en fait et l'idée, c'est de dire: «Beh, comment moi je peux amener quelque chose en plus qui va répondre aux besoins et à l'enjeu stratégique de l'entreprise?» Parce que si une personne prend un job, elle a aussi son enjeu à elle, c'est de réussir et de valider sa période d'essai. Donc elle mettra toutes les chances du côté pour réussir et donc vous pouvez être un atout supplémentaire à sa réussite. 8 pièges classiques d'une offre d'emploi. On en a vu, on a l'annonce qui est trop vague, l'entreprise qui ne sait pas ce qu'elle veut. Les compétences qui sont multiples, c'est-à-dire le poste, on vous en met énormément. On veut quelqu'un qui parle d'expert marketing, d'un commercial aguerri, quelqu'un qui est gestionnaire, qui est vigilant. Bref, il y a tout et n'importe quoi. On cherche le couteau suisse, mais ce n'est pas possible dans le quotidien. Quand il y a trop souvent le mot polyvalence, alors même s'il est souvent indiqué, le terme est positif, hein, mais ça cache souvent un poste où les missions ne sont pas clairement définies, où on va, ou en tout cas où l'atteinte va être peut-être un peu compliquée. Donc c'est aussi important de se dire que si on voit de la polyvalence à tout va sur l'annonce, c'est problématique. L'autonomie qui est répétée plusieurs fois, c'est la même chose. Quand c'est trop répété, ça indique généralement que l'entreprise ne prévoit pas d'accompagnement. Donc en gros, il faut derrière le mot autonomie, vous voyez le mot débrouille-toi. C'est vraiment ça. Donc si c'est quelque chose qui vous convient, parfait, l'entreprise est faite pour vous. Si au contraire, vous vous dites: «Bah non, moi j'ai toujours besoin d'un temps d'adaptation, j'ai besoin d'être accompagné, puis j'ai besoin de comprendre, donc j'ai besoin de poser des questions, j'ai besoin de bien m'entourer», n'y allez pas, ce ne sera pas pour vous. Ou en tout cas, il faudra faire attention de ne pas le dire dans votre discours pendant l'entretien. Les intitulés aussi, qui sont des fois ultra attractifs, mais qui peuvent cacher aussi, un taux de turnover élevé. Des postes challengeants, en gros, vous êtes sous pression. Une forte résistance au stress, bon, bah, là, c'est, le contexte qui est difficile, hein, forcément et l'offre qui est régulièrement publiée, c'est-à-dire qu'elle revient tous les 3 mois ou tous les 6 mois, bah, potentiellement, la personne, on n'arrive pas à fidéliser les collaborateurs, ils ne tiennent pas les périodes d'essai ou ils démissionnent au bout d'un moment. Ça veut dire qu'il y a peut-être un problème d'environnement,
sur lesquels il faut peut-être aussi se poser. Pardon. Tout ça, c'est vraiment des éléments voilà, à déchiffrer sur les annonces. Bon, il pourrait y en avoir plein, hein, je pourrais en faire un bouquin tellement il y en a. Et sur lesquels il faut aussi, si demain vous êtes recruteur, vous êtes RH ou manager et que vous avez besoin de recruter, posez-vous véritablement. Chaque mot d'une annonce doit être posé et doit être réfléchi pour être sûr que quel est le message que j'envoie au candidat qui va postuler et quel est véritablement mon besoin derrière. Pourquoi j'ai écrit ce mot-là? Pourquoi j'ai écrit cette phrase-là? Qu'est-ce que ça sous-entend? Et ça, c'est vraiment important et on ne réfléchit pas assez. Encore une fois, trop souvent, les annonces, c'est du copier-coller et on ne veut plus ça. Vous allez pouvoir essayer de vous différencier encore une fois avec votre candidature. L'idée, c'est de montrer votre valeur ajoutée. Votre objectif est simple, prouver que vous êtes la solution. Au lieu d'écrire que vous êtes intéressé pour ce poste, ben, vous pouvez vraiment dire, je sais pas moi, votre projet de développement commercial m'intéresse particulièrement. Lors de mon précédent poste, j'ai augmenté de 20% le chiffre d'affaires en identifiant les nouveaux segments clients. Je peux rapidement apporter cette expertise à votre équipe. Euh, quand êtes-vous disponible? Êtes-vous disponible tel jour ou tel heure? Et alors, du coup, en 5 lignes, on a une candidature. Encore une fois, l'idée, c'est de sortir des sentiers battus. Les lettres, donc, comme on avait l'habitude de les faire, pitié, il faut arrêter, quoi. L'idée, c'est aussi de rendre votre candidature concrète. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai utilisé le mot j'ai augmenté de 20% le chiffre d'affaires. Et bien là, c'est la même chose. J'ai augmenté de 10% la satisfaction client, j'ai fait moins 15% sur les coûts. On a besoin d'avoir des chiffres, d'avoir du concret sur les candidatures. Plus on a des réalisations précises, plus ça va nous parler. Parce que si on dit simplement j'ai un bon relationnel, je suis motivée, dynamique, bah, ça, c'est pas spécifique et c'est pas concret et ça ne nous donne pas envie d'aller plus loin. Et l'idée, ça va être aussi d'humaniser un peu votre approche. Une candidature, c'est pas juste un échange technique, encore une fois, c'est montrer votre personnalité, montrer votre enthousiasme, c'est toujours montrer le lien avec le rapport, avec le poste qui est visé. Ça peut être une passion, ça peut être un intérêt, ça peut être une expérience que vous pensez être atypique, mais qui en fait va vraiment intéresser le recruteur ou le manager. Plus vous allez humaniser ça, plus ça va être difficile pour le recruteur de ne pas penser à vous et de ne pas avoir envie de vous recruter. Ça, c'est le fameux, surtout si vous arrivez à humaniser la relation avec un élément qui est similaire ou semblable à ce que vit le RH ou le manager. Ça, c'est le biais de familiarité. En fait, vous venez de la même école que quelqu'un, biais de familiarité, du coup, on a un peu plus envie de vous recruter. Vous êtes passionné par le même sport, la même activité, ou vous avez travaillé dans la même entreprise avant nous, et ben, biais de familiarité, on a un intérêt commun, on a un trait commun qui fait que, bah, bizarrement, on vous trouve beaucoup plus sympa que les autres. Biais de familiarité. Et en fait, bah, c'est à ça aussi que sert le stalking quand vous faites des recherches. C'est que si vous trouvez que vous avez un atome crochu avec quelqu'un, bah, le biais de familiarité va jouer en votre faveur. Donc, il faut vraiment pas hésiter à l'utiliser. L'idée, c'est pas de chercher à vous vendre absolument, mais c'est vraiment de se dire comment je peux prouver dès le départ que je suis la solution au problème actuel que rencontre l'entreprise. Et ça, plus vous allez y penser, plus vous allez arriver à mettre des mots dessus et plus vous allez vraiment avoir cette fameuse démarche proactive qui va vous permettre de sortir des sentiers battus. Moi, je vous propose 4 leviers qui fonctionnent très bien. Donc le réseau, forcément, vous avez compris, c'est votre meilleur allié. C'est à construire dès maintenant et pour toute la vie. C'est des relations authentiques. Le réseau, c'est pas juste j'écris aux personnes quand j'ai besoin d'elles. C'est je prends des nouvelles des personnes parce que ça me fait plaisir. Je pose des questions aux gens parce que ça me fait plaisir. Je vais à des événements pro et j'invite des gens de mon réseau parce que ça me fait plaisir. Je m'intéresse aux gens avec qui je suis parce que ça me fait plaisir. Et ça, c'est ultra bon. Si vous faites les choses simplement parce qu'il faut réseauter et que tout le monde nous dit qu'il faut réseauter et que vous posez des questions sans vraiment écouter la réponse, c'est pas du vrai réseau. Vous faites dans ces cas-là ce qu'on appelle c'est le réseau Kleenex. C'est je prends quand j'en ai besoin et quand j'en ai plus besoin, je le jette. Donc c'est un peu dommage. Nous, on veut du réseau de qualité, d'ailleurs prendre du plaisir à discuter et à échanger avec les gens. C'est ce qui est difficile souvent avec les gens qui ont la phobie sociale et qui, depuis la pandémie notamment, et qui ont du mal à revenir, échanger, discuter avec les gens. Alors, on le voit notamment avec la peur du téléphone. Aujourd'hui, on a beaucoup de générations qui n'arrivent pas à prendre leur téléphone.
Et quand je dis beaucoup de générations, c'est même toutes générations confondues, hein, c'est pas forcément qu'une seule génération. La veille, ultra importante, on l'a déjà dit, sur les entreprises qui vous intéressent, même sur les secteurs, les métiers, pour être au courant de tout ce qui se passe. Soyez visible, LinkedIn, je vais vous le redire encore une fois, mais c'est ultra important d'être actif dans les groupes. Alors, les groupes sur LinkedIn, vous pouvez être membre jusqu'à 100 groupes. L'idée, c'est pas tellement toutes les informations qui vont être sur les groupes, c'est pas ce qu'il y a de plus intéressant, mais c'est de savoir qui sont les personnes qui sont dans ces groupes, et pour justement rentrer en contact avec eux. L'avantage de passer par les groupes, c'est que vous n'avez pas besoin de faire des demandes de connexion. En étant membre du même groupe, vous pouvez écrire en direct à la personne. Donc c'est pour ça que je vous invite fortement à rejoindre des groupes dédiés aux métiers et au secteur. Comme ça, vous allez avoir des gens qui sont dans votre domaine et avec qui vous allez pouvoir échanger directement et donc beaucoup plus facilement réseauter. Et puis la candidature spontanée, ultra ciblée, on adore. Quand c'est générique, on n'aime pas forcément, personne n'aime ça. Vous non plus, vous n'aimez pas recevoir des emails génériques, vous aimez recevoir des emails qui sont personnalisés. Et les recruteurs, c'est la même chose. Donc on pense à quand on va cibler l'entreprise, à comprendre encore une fois son besoin et d'arriver à répondre à ce besoin dans la candidature. Ça, c'est vraiment indéniable. Votre efficacité, elle se joue à 70 dans la préparation, stratégique de, justement, de votre recherche. Donc tout ce que vous allez faire, en lien avec le marché caché et le réseau, c'est ce qui va vous permettre d'être vraiment beaucoup plus efficace et d'avoir un maximum d'opportunités qui vont se présenter à vous et ça, c'est indéniable. La préparation, c'est ce qui vous fera réussir. Quelques outils digitaux parce que quand même, on aime ça, qui, vont vous aider aussi un petit peu à mieux vous organiser. On a, pour trouver les emails, vous avez Hunter et Scrap. Hunter.io vous permet de trouver jusqu'à 25 adresses email gratuites par mois. Scrap.io, c'est une extension Chrome qui vous permet, de rechercher jusqu'à 100 adresses email professionnelles par mois. Donc c'est ultra pratique pour directement identifier les emails professionnels des recruteurs, des DRH, des managers. Vous voyez une annonce, vous allez rentrer dans le canal RH en postulant. Mais comme vous avez le nom de l'entreprise, vous allez pouvoir directement sur LinkedIn chercher qui est le manager, qui est l'opérationnel et pouvoir directement lui envoyer une candidature grâce à Hunter et à Scrap. Vous pouvez automatiser votre prospection avec Wallaxy et Phantom Buster. Donc ça, c'est des outils. Wallaxy, ça vous permet de créer des séquences de discussion, donc des demandes de contact, un premier message pour justement aller plus vite dans les mises en relation. Pareil avec Phantom Buster, vous pouvez envoyer des prises de contact, des relances ciblées, des messages personnalisés en fonction des personnes. Donc tout est automatisé. Wallaxy, vous avez une version gratuite. Phantom Buster, vous avez 15 jours gratuits. Donc à utiliser vraiment si vous êtes bien à l'aise avec. Pour le suivi, on a du Notion ou du Mixmax que vous pouvez utiliser, qui fonctionne assez bien. Notion, l'idée, c'est de suivre quand même vos candidatures, c'est quand même ultra important. Et Mixmax, c'est ce qui vous permet aussi de suivre vos candidatures et d'ajouter aussi, si vous envoyez votre CV sous format de lien, un lien cliquable par exemple, et si la personne clique sur votre lien, Mixmax vous envoie une notification pour vous dire que votre lien a été ouvert. Vous avez aussi avec le Bitly ou le url.me qui fonctionne. Il y a Crystal Nose aussi qui est très bien, qui fonctionne sur la personnalité disque. En fait, c'est une extension Chrome. Quand vous allez sur LinkedIn, vous activez l'extension et en fait, quand vous partagez, enfin quand vous allez visiter le profil d'une personne, ça va vous dire quelle est la personnalité de cette personne, si c'est un rouge, un jaune, un bleu ou un vert et ça va vous donner des recommandations, même en version gratuite, des recommandations sur comment communiquer avec cette personne, quoi lui écrire, quoi lui dire, si c'est une personne qui aime les chiffres, qui aime être factuelle ou au contraire qui aime le côté storytelling, les émotions, l'outil va vous dire exactement comment vous comporter avec cette personne. Donc, les commerciaux l'utilisent pour la prospection, utilisez-le aussi pour votre recherche de super entreprises. Et pour la visibilité, LinkedIn forcément et Google Alert pour suivre un petit peu tout ce qui se passe. Ça, c'est vraiment des éléments qui vont être ultra importants pour y arriver. Puis après, il y a tous les petits messages types. L'idée, c'est d'avoir des messages où vous allez attirer l'attention du recruteur. Donc, encore une fois, c'est parler du besoin de l'entreprise, quel est le besoin de la boîte, quels sont les enjeux de l'entreprise. Vous allez ensuite créer du lien, c'est-à-dire que c'est en quoi vous pouvez concrètement aider cette entreprise.
Vous avez identifié le besoin de la boîte, donc vous lui dites: «Voilà, votre besoin aujourd'hui, vos enjeux aujourd'hui, c'est peut-être ça. Voilà ce que moi je peux vous apporter» et l'idée, ça va être de relancer. Est-ce que vous êtes la bonne personne? J'imagine que vous êtes, submergé, vous recevez beaucoup de messages, vous n'avez pas eu le temps de voir mon précédent message. Si jamais ça peut vous intéresser, voilà, je suis participante à l'événement, on pourrait peut-être s'y rencontrer, prendre un café. L'idée, encore une fois, c'est de pas avoir peur de relancer. Quand vous allez candidater, il faut au moins faire 4 à 5 relances, c'est obligatoire. Parce que sinon, on ne se souvient pas de vous et du coup, vous allez passer en dernier par rapport à tous les autres. Donc, on n'hésite pas à les relances. L'idée, c'est 4 à 5 relances. Et à la dernière relance, c'est bah voilà, j'ai fait ce chou blanc, ça peut être, vous pouvez mettre de l'humour aussi, hein. J'ai fait chou blanc, j'ai pas réussi à capter votre attention. J'espère qu'un jour, j'aurai quand même l'occasion de travailler avec vous. Bah, d'ici là, je vous souhaite une bonne journée. Et hop, vous fermez la conversation. Ça peut avoir un effet un peu FOMO, où la personne se dit zut, je suis en train de rater une opportunité, je voulais absolument échanger avec elle et j'ai pas pris le temps. Et en fait, très souvent, les gens vous rattrapent par ce biais-là en disant non, mais attendez, finalement, ça m'intéresse. Euh, donc ça, c'est des techniques marketing qui fonctionnent très bien. N'hésitez pas à aller sur je vais vous les indiquer, aller sur les blogs de Lemlist et de HubSpot. Hop, je ne sais pas si vous les connaissez. Ben, ça va être des outils qui vont être très intéressants. C'est des blogs pour les commerciaux, mais qui vont vous montrer comment justement arriver à candidater, comment utiliser le marché caché et faire des candidatures ciblées beaucoup plus percutantes. Donc ça peut vraiment être intéressant. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Un petit bonus, allez, on se prend encore quelques minutes en plus, dédié influence et neurosciences. Comment utiliser subtilement les biais cognitifs pour réussir, parce que c'est important et je conclurai là-dessus. Il y a plusieurs effets plusieurs biais cognitifs que vous pouvez utiliser en votre faveur. Le premier, c'est l'effet de simple exposition. En fait, le cerveau humain, il préfère naturellement ce qu'il voit régulièrement. En fait, et c'est logique, quand j'étais recruteuse, j'avais plus facilement confiance envers un candidat actif et visible sur LinkedIn ou un candidat que je voyais à mes événements, même si je ne lui avais pas directement parlé en fait. Inconsciemment, je le trouvais plus intéressant et je lui faisais davantage confiance. Donc, plus vous allez être visible par du like, des commentaires, de la publication, plus en fait, vous allez avoir cet effet en votre faveur. Ensuite, on a le principe le biais de réciprocité. Si vous rendez un petit service ou si vous partagez une information utile à un recruteur, ça peut être je dis un recruteur, ça peut être un manager, un opérationnel, donc ça peut être un article, une recommandation, une mise en relation, un événement organisé, et ben, il va ressentir naturellement une envie de vous rendre aussi service. Et dans ces cas-là, ça va être beaucoup plus facile de vous accorder, par exemple, un échange rapide ou un mini entretien, que ce soit par téléphone ou par visio. Avant que vous ne demandiez quelque chose à la personne, rendez service. Et c'est pour ça que dans le réseau, on dit souvent, il faut apprendre à donner avant de recevoir. Ça, c'est vraiment le biais de réciprocité. C'est ce qui permet de faire en sorte que les gens vous apprécient beaucoup plus naturellement. On a aussi le biais de sympathie. En fait, on préfère naturellement ce qui nous ressemble. Ou en tout cas les personnes avec qui on a des connexions communes. Donc si on utilise par exemple son réseau alumni, eh ben, on va forcément trouver des points communs avec un RH, un manager, un autre personnel. Ça peut être la formation, ça peut être l'école, ça peut être la passion visible, ce qu'on a peut-être vu quelque part. Et ben, ça va créer un lien immédiat et ça, c'est inconscient. Et inconsciemment, eh ben, on apprécie sa personne davantage qu'une autre personne. Et puis, on a le biais d'autorité. Notre cerveau, en fait, il respecte naturellement l'autorité. Il aime ça, l'autorité, notre cerveau. Et en fait, en partageant régulièrement des contenus, oui, je vous invite à partager du contenu sur LinkedIn, qui est lié à votre métier, à votre secteur, eh bien, vous allez vous positionner comme un expert. Et en fait, le recruteur ou l'opérationnel, il va accorder beaucoup plus de poids à votre candidature parce que vous allez avoir établi une image à la fois crédible et solide parce qu'il aura vu des choses sur vous. Il se dit, mais oui, mais lui, c'était un expert, il a l'air plutôt pas mal, je veux le rencontrer. Biais d'autorité. Et tout ça inconsciemment, ça va jouer aussi dans votre phase de négociation de salaire. Parce que plus on va vous trouver sympathique, plus on va vous trouver compétent, plus on va vous trouver familier, plus on va vous trouver crédible, mieux on va vouloir, enfin, plus on aura envie de vous payer. Et donc ça, c'est vraiment des éléments qui sont importants. Je sais que j'avais un peu débordé sur le... J'ai pas abordé que le thème initial, mais voilà. Donc en fait, ne sous-estimez vraiment pas
le pouvoir des biais cognitifs, on en parle beaucoup sur les réseaux, mais plus vous allez les comprendre, plus vous allez avoir un avantage décisif sur tous les autres candidats qui se laissent piéger et qui n'arrivent pas à utiliser ces biais en leur faveur, en tout cas, pour justement sortir du lot et se faire recruter par les entreprises. Donc voilà, ce que j'ai vraiment envie de vous dire sur, pour terminer là-dessus, c'est que maintenant que vous avez découvert un peu les coulisses du recrutement, que vous êtes en position de force pour comprendre ce qu'une entreprise attend vraiment, et ben, vous allez pouvoir vous démarquer sur le marché. Donc n'oubliez pas qu'une annonce cache toujours un peu plus que ce qu'elle veut bien vous montrer. Soyez curieux, soyez stratégique. Chaque recrutement, est un problème pour lequel vous devez trouver la solution. Donc c'est, bah, penser solution, pas simplement candidature, c'est penser la solution. Quel est le besoin qui se cache derrière ça? Et mon ultime conseil, soyez proactif, soyez concret, ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une candidature personnalisée, d'une candidature qui sera beaucoup plus pertinente que le reste, et surtout n'attendez pas, comme je l'ai mis, que l'opportunité se présente, c'est créer cette opportunité. Voilà. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Merci à vous. Merci pour votre écoute. Je suis pile poil dans le timing. Si vous avez des questions, je reste en ligne encore quelques minutes. Ça me fera très plaisir d'échanger avec vous. Ah ben voilà, en plus, il y a eu un partage sur tous les biais cognitifs, tout à fait. Et vous avez, Marie-Sophie Zambo qui a sorti un livre justement sur les biais cognitifs en lien avec le recrutement que je vous recommande énormément de lire. Et vous avez également le bouquin de hop, que j'aime beaucoup, le bouquin de Guillaume Mathias, sur justement l'influence cachée du cerveau humain et donc qui explique effectivement un petit peu toutes les tensions, comment le cerveau fonctionne et je trouve ça juste génial. Il a fait vraiment un très, très bon bouquin, donc n'hésitez pas non plus à le lire. Et bien merci à tous. Je vois que vous n'avez pas de questions. Merci Sophie, merci Thibaut, merci Fabien, merci Edith. Bah, merci à tous en tout cas. N'hésitez pas, au besoin, rendez-vous sur LinkedIn. Et au cas où, j'ai pas fait mon autopromo, ça c'est le mien, 30 pratiques RH pour valoriser les seniors en entreprise. Si vous avez un DRH qui passe dans le coin, vous pouvez lui offrir, ça lui fera du bien. Bon allez, merci à tous, passez une excellente journée. Rendez-vous sur LinkedIn et si vous avez des questions en privé, n'hésitez pas, je me ferai toujours un plaisir d'y répondre. À très bientôt. Ciao, ciao.